Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien, l'interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont à l'heure actuelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Blazus Martin. Donc Blazus, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi en tout cas de me recevoir et de me faire l'honneur de m'interviewer. Ça me fait toujours super plaisir. Eh bien écoute, avec grand plaisir, je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît, mais depuis le temps, on a toujours parlé business et c'est un vrai plaisir que d'échanger sur le sujet avec toi. Du coup, Blazus, je sais que depuis qu'on se connaît, bah, tu as beaucoup de business, tu es passé par beaucoup de business. Est-ce que tu peux nous dire le business que tu as à l'heure actuelle, les business que tu as eus et ce qui tourne en ce moment pour toi? D'accord. En fait, aujourd'hui, moi, je suis donc j'ai le titre entre guillemets de conseiller patrimonial. Donc, le conseiller patrimonial, ça va être un consultant privé qui va te permettre de développer ton patrimoine grâce à un accompagnement sécurisé. Donc, mon travail va consister à aider les gens qui ont besoin de ou qui ont envie, en tout cas, de créer ou développer leur patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier, voire les deux. Les gens qui ont envie de préparer leur retraite, protéger leurs proches, ou simplement réduire leurs impôts. Voilà. Donc, je propose aussi un conseil, un point de vue extérieur aux gens qui ont simplement besoin d'un avis pour lancer un investissement quelconque. Donc moi, ça fait un petit peu partie de cette globalité. C'est toujours un plaisir aussi de pouvoir échanger avec les gens sur leurs différents investissements, sur leurs différents modes de vie, et ce qui leur a aussi permis d'arriver à à de telles conclusions. Donc aujourd'hui, voilà, mon rôle, ça va être ça. Après, moi, souvent, je me présente en tant qu'éducateur patrimonial. Alors pourquoi éducateur? Parce que en plus des différents points qu'on a pu que je viens de t'expliquer, il va y avoir aussi cette notion où j'ai envie de faire comprendre au client l'investissement qu'il va mettre en place. Pourquoi tel investissement est meilleur pour un client qu'un autre en fonction de sa situation personnelle, patrimoniale, fiscale, en fonction d'un tas de repères, de beaucoup de points. Un investissement qui est bon pour une personne A ne sera pas forcément bon pour une personne B. Donc voilà, moi mon rôle, ça va être aussi ça, de les éduquer un peu financièrement ou en investissement pour que déjà les gens saisissent, ils comprennent bien l'investissement qu'ils vont engendrer, mais qu'ils ne le comprennent pas simplement en se disant bah, j'investis dans l'immobilier, j'ai acheté un appart, je perçois des loyers. Ça va bien au-delà de ça. Il va y avoir toute la partie entretien, fiscal, transmission. Donc moi, ça va être de les former un petit peu aussi sur toute cette partie-là, de manière à ce qu'ils soient capables de comprendre à 100% l'investissement qu'ils viennent de mettre en place. Alors Voilà. c'est vrai que je te suis sur les réseaux sociaux évidemment, et c'est vrai que même via les réseaux sociaux, tu partages beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je t'ai d'ailleurs envoyé un petit message hier parce que j'ai vu une de tes stories qui m'a un petit peu interpellé. Et c'est vrai que même à travers tes stories, tu cherches quand même à, à partager des choses qui sont très intéressantes, et tu es quand même une personne, on peut le dire, très accessible à ce niveau-là. Quand on te pose une question, tu réponds quand même de manière très claire, et tu as vraiment c'est quelque chose de très agréable chez toi. C'est vraiment ça, effectivement, le fait que tu as envie de faire comprendre aux gens ton savoir et de partager ton savoir. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et du coup, donc ça, c'est ton statut à l'heure actuelle, c'est ton business à l'heure actuelle. Est-ce que avant, tu en as monté d'autres, des business, et est-ce que tu en as certains qui sont en cours? Enfin, il y a plein de questions qui me viennent comme ça parce que j'ai envie de te poser la question aussi, et ça, je connais déjà la réponse. Est-ce que toi-même, tu as investi dans ce que tu proposes? Mais ça, je sais que oui. Donc, tu nous en parleras après. Mais du coup, est-ce que tu as d'autres business en parallèle? Est-ce que tu as investi ailleurs? Qu'est-ce qui tourne à côté pour toi? Pour revenir un tout petit peu plus en arrière, donc moi j'ai arrêté les études à l'âge de 16 ans, parce que simplement le système scolaire n'était pas fait pour moi. Et dans la foulée, je suis parti travailler avec mon père en tant que menuisier. Donc j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc à 16 ans, j'ai commencé à travailler. À 18 ans, j'ai acheté mon premier appartement. À 20 ans, j'ai monté ma première entreprise d'agencement. Donc cet agencement, en fait, c'était un petit peu la suite logique par rapport à mon père qui a pris sa retraite quelques années plus tard. J'ai récupéré la totalité de la structure du portefeuille client. Et voilà. Après, c'était pas forcément ma passion. J'avais pas forcément beaucoup de talent, ou en tout cas pas le talent de mon père, de créateur, d'artiste. Donc bon voilà, du coup un petit peu aussi de frustration personnelle où je m'aperçois que bah, mine de rien, c'est quelque chose, c'est un métier qui me plaît, mais sur lequel je vais avoir du mal à avancer parce que j'aurais du mal à me démarquer des autres. Donc c'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de travailler avec d'autres partenaires, des homestagistes, pardon, des architectes d'intérieur, des architectes tout court, qui me permettent aussi d'avoir l'œil créatif. Et moi, après, je réunis mes équipes pour faire toute la partie agencement, la partie travaux, et donner donc une plus-value au bien. Alors, jusque-là, moi, je travaillais beaucoup avec des commerces, notamment des bijouteries dans le luxe.
À ce moment-là, t'as quel âge quand tu fais ça? J'ai commencé vraiment à 20 ans et jusqu'à mes 25, 20, un peu avant 25 ans, quoi. Ouais, pendant 5 ans, on va dire que j'ai lancé, que j'ai pérennisé cette activité. Donc avec des sauts aussi un petit peu dans le temps, voilà, des mouvements importants, des rencontres intéressantes, d'autres moins. Voilà, donc du coup, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai encore actuellement cette société d'agencement en parallèle, qui est au ralenti, qui est donc non pas en gel, mais que j'ai mis en stand-by pour développer mon activité principale. Et mine de rien, qui va me permettre aussi de réaliser d'autres projets, qui sont notamment des opérations d'achat-revente. Donc, le fait d'avoir une société, ça va permettre d'avoir des avantages et des inconvénients aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, il va falloir, par rapport à mes projets, je sais que ça va être la bonne solution. Donc je l'ai conservé. Et puis, je continue aussi à travailler avec des clients, puisque j'avais des engagements avec certains jusqu'à fin 2021. Donc, voilà, ça ne m'empêche pas. J'ai pas envie de les laisser tomber non plus. Donc, j'ai décidé de poursuivre un petit peu cette activité jusqu'au jour où je n'en aurai vraiment plus l'utilité, ou qu'il y aura plus besoin de mes services. Et à ce moment-là, bon, ben, on verra ce qu'il en est. Alors, est-ce que au départ, ça te prenait beaucoup de temps? Et oui, je vois que tu me fais oui. Et est-ce que du coup, là, à l'heure actuelle, ça te prend beaucoup de temps? Et par rapport au temps que tu y consacres, est-ce que du coup, c'est une activité rentable ou c'est vraiment simplement parce que il y a un avantage pour l'activité que tu es en train de mettre en place et que tu as à l'heure actuelle ou simplement pour tes clients? Alors, en fait, voilà, comme tu dis, les deux sont complémentaires. Donc, les deux activités vont être complémentaires jusqu'à un certain niveau. Donc, aujourd'hui, la société est en stand-by, mais elle continue de générer quand même du profit. Donc, elle reste rentable vis-à-vis des frais qu'elle génère aussi. Donc, je suis toujours en bénéfice, mais voilà, j'ai vraiment ralenti. Ça me prend moins de temps qu'avant, Ok. beaucoup moins de temps. Et du coup, elle est rentable et par rapport au temps que tu y passes, elle est bien rentable. Ouais, ça va, oui, oui, j'ai pas à me plaindre, oui, ça va. Ça va, ça va. C'est sûr que ben, c'est jamais assez, hein, on est tous gourmands, j'imagine. Mais, euh, mais franchement, voilà, dans tous les cas, je pense qu'il y a des sacrifices à faire d'un côté ou de l'autre. Quand on veut vraiment lancer une activité, si jamais on veut faire plusieurs choses en même temps, on ne fait rien. Donc, soit on se concentre pleinement pendant un laps de temps, on se dit pendant 6 mois, je me mets à fond sur le développement de ma société, que je veux voir fleurir. Et après, je sais que l'autre, l'engrenage est déjà enclenché en fait. Donc, je j'ai pas grand-chose à faire. Je sais que si je rappelle des clients, même au bout d'un an ou 2 ans, bon, bah, il y aura toujours du retour. Mais par rapport à ma nouvelle structure, si jamais je mets pas un minimum d'efforts, un minimum d'investissement, et que je veux tout faire en même temps, ça va prendre des décennies pour pouvoir la lancer convenablement. Ok, je comprends. Du coup, j'ai une petite question. C'est une question que j'aime bien poser, qui est un petit peu hors du côté business. Quel était ton rêve de gamin? Alors, mon rêve de gamin, alors, le vrai rêve, c'est de pouvoir aller dans l'espace. Voilà. Donc ça, c'était mon rêve de gamin. Voilà, de pouvoir marcher sur la Lune, aller voir des planètes. Voilà, j'ai une grosse passion au niveau de l'astronomie. Mais voilà, mon rêve plus modeste entre guillemets, c'était plus d'être indépendant. Indépendant. Alors, c'est pas forcément au niveau financier, ni au niveau professionnel, mais c'est d'avoir une vie où que je puisse mener comme je l'entends. Si j'ai envie de me faire plaisir, voilà, l'an dernier, on s'est fait vraiment plaisir avec Maëlys. On est parti en voyage un paquet de fois, on a fait pas mal de destinations. Donc, on a pu le faire, c'était cool. Cette année, bon, bah, cette année, elle est merdique, en tout cas pour commencer. Mais, euh, mais voilà, en fait, pouvoir faire les choses qu'on veut au moment où on le veut. Et je pense que, bon, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Mais voilà, on accroche beaucoup d'importance à ça. Donc là, notre nouveau projet, pour te donner un exemple, ça va pas être un projet de fou. On veut une baraque super moderne. On veut juste s'acheter une ferme au Pays Basque sur laquelle on puisse faire un petit peu d'autosuffisance en termes de potager, des poules, tu vois, un truc. Mais par contre, avec le confort aussi de la société moderne, puisque voilà, on a un système qui est pas forcément parfait, mais je pense qu'il faut s'en adapter à un maximum. Et si derrière, on peut aussi vivre en partie avec de l'écologie, de l'autosuffisance, et un petit peu en harmonie avec nos valeurs, bah c'est déjà très important. Donc voilà, notre rêve, il est relativement simple. C'est un très beau projet puisque on a le même avec ma chérie et c'est même un projet familial. Ah, Donc je génial. t'encourage énormément dans ce projet-là. Génial. D'accord. Donc effectivement, tu as des rêves qui sont bah, du coup qui sont accessibles pour toi et qui sont en train d'être mis en place. En tout cas, tu te donnes les moyens de le faire. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi à l'école, puisque tu m'as dit que tu as quitté l'école à 16 ans. T'étais quel genre de gamin à l'école? Est-ce que tu étais
premier de la classe à lever la main et répondre à toutes tes questions? Je pense pas, vu ce que tu m'as dit. Ou alors, est-ce que tu étais celui au fond de la classe en train de faire des conneries à droite à gauche? Ou est-ce que tu étais un espèce d'entre-deux? Qui étais-tu à l'école? Alors moi, là, ouais, j'étais plus le turbulent au fond de la classe qui faisait pas grand-chose. Par contre, je manquais jamais de respect aux profs ou j'étais jamais à perturber le cours. Je faisais rien, ça c'est clair, je faisais rien, je faisais un peu le con, je m'amusais, enfin voilà. Mais par contre, voilà, toujours, hein, on va dire dans le respect vis-à-vis des autres, de ceux qui ont envie d'étudier. Donc, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et bon, après, il y a eu des petites perturbations, je pense, privées au moment de la séparation de mes parents qui n'ont pas forcément aidé quand tu es en pleine période de croissance. Et voilà, donc après, je me suis très vite renfermé, un petit peu, voilà, bah, il y a eu un petit peu des passages à vide, des passages qui n'étaient pas très valorisants, pas très florissants. Et c'est ce qui m'a poussé après à partir enfin, mon père qui m'a un petit peu obligé après à partir dans le monde du travail en me disant, pas question que tu foutes rien. Donc, soit tu bosses, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, ça a été un petit peu mon parcours. Non, j'étais pas du tout le premier de la classe ou. Et pourtant, ça t'a pas empêché justement de réussir dans tes business, puisque tu gères très très bien tes business d'après ce que je vois. Et ça t'empêche pas d'avoir une belle réussite dans ce que tu fais. Bah, voilà, après, je gère bien, je sais pas. Je pense que j'ai fait énormément d'erreurs à monter une boîte très jeune, sans connaissance. Et toutes ces erreurs aujourd'hui m'ont beaucoup servi. Et m'ont coûté aussi beaucoup d'argent. Mais bon, ça voilà, c'est comme ça qu'on apprend, je pense. Les leçons de l'échec, en fait. Exactement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de succès sans échec dans tous les cas et qu'il y a pas de meilleure valorisation que de remonter une pente. Voilà, parce que descendre, c'est toujours très facile. Et la remontée, ça pique un peu des fois, hein. C'est normal, surtout quand on fait pas de sport depuis un moment. Mais après, c'est juste une période, voilà, on prend l'habitude, et on essaie de s'entourer des bonnes personnes aussi, des personnes positives. Et rien que ça, et ça, on l'entendra tout le temps en développement personnel, s'entourer de personnes positives qui nous tirent vers le haut. Les gens négatifs, bah, essayer de se les mettre de côté, sans forcément faire une croix dessus, parce que je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance, ou tout le monde, en tout cas, a besoin d'aide, d'accompagnement. Mais voilà, à un moment, il faut aussi s'entourer des personnes compétentes et qui vont nous accompagner dans les difficultés. Donc moi, j'ai eu la chance d'être toujours très bien entouré, autant par ma famille que par mes proches, que par ma copine. Donc c'est un très très grand atout. Il y a un facteur chance qui est énorme aussi. Un facteur chance. Tu penses que tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment, c'est ça? Ou Ouais. tu as eu les bonnes opportunités au bon moment? Alors les bonnes opportunités au bon moment, ouais, il y en a eu. Il y a aussi des mauvaises opportunités au bon moment. Mais il y a Ah, c'est celles qui font que tu apprends. exactement. Mais c'est surtout, je pense que on a la chance aussi à la naissance de tomber dans une bonne famille ou dans un bon karma, un bon mood, on peut l'appeler comme on veut, mais et malheureusement, il y a des gens qui ont parfois pas cette chance et pour qui, quand il y a des échecs, c'est beaucoup plus difficile de remonter la pente. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, si elles s'entourent de personnes bien, comme tu dis, de personnes qui vont les tirer vers le haut, est-ce que tu penses que ce karma, ce facteur non-chance peut quand même se retourner parce qu'elles sont bien entourées? Moi, je pense sincèrement qu'il y a quand même ce facteur entourage, comme tu le dis, qui est très important. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a peut-être pas eu de chance dans son travail, qui a pas été bien accompagné, qui a eu des associés parfois véreux ou malsains ou simplement dépressifs, hein, ça peut arriver aussi. Je pense que s'ils rencontrent la personne qui va réussir à les booster, à leur expliquer, bah, que non, c'est pas des losers, au contraire, c'est des gens qui ont malheureusement eu des mauvaises expériences, mais qui ont le potentiel pour évoluer. Ouais, je pense que les mots sont une force euh, énorme. C'est une force très puissante. C'est un outil qui est très puissant, un effet levier énorme qui, euh, qui n'est pas à prendre à la légère. Avec des mots, tu peux détruire quelqu'un comme tu peux élever quelqu'un. Donc voilà, faire attention à la manière dont on va s'adresser à eux. Et je pense que le positif, les paroles qui tirent vers le haut, ben, ça tire vers le haut. Ok, bah écoute, je suis complètement d'accord avec toi sur la puissance des mots qui peut exister. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'énergie que tu mets dans ta parole est vraiment, en général, très puissante. Donc je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Donc ton premier boulot, ça a été quoi? Ça a été directement de rentrer dans la société de ton père? C'est ça, en fait,
Alors, j'étais menuisier, apprenti menuisier, puisque j'apprenais le métier, du coup, hein, je connaissais rien. Donc, voilà, en tant qu'apprenti, tu fais beaucoup de balais et voilà, un peu le café aussi. Et puis après, voilà, tu apprends petit à petit les différents outils. Tu apprends, voilà, j'ai commencé, ouais, voilà, vraiment en tant qu'ouvrier. C'était une très, très belle expérience. Quelque chose que j'adore toujours, d'ailleurs, le bricolage. Donc, ouais, c'est toujours super. Ok, le côté manuel, du coup, reste beaucoup. Exactement, ouais, complètement. Complètement. Quoique là, je fais un petit break en ce moment, Pourtant, t'as un jardin, t'as de quoi jardiner. hein. Ouais, je découvre les joies du jardinage, vu que j'ai pas la même verte, qui meurt, c'est l'enfer. Ben là aussi, dans les plantes, je vais te dire quelque chose. Dans les plantes, mais aussi de belles paroles et tu vas voir que je pense qu'elles vont pousser. Bah écoute, je vais suivre ton conseil. Maëlys me dit pareil, et donc là, je vais essayer d'appliquer. Je m'y tiens, promis. Du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as une routine matinale? Est-ce que quand tu te réveilles, il y a quelque chose qui est automatique chez toi qui fait que tu te dis, ok, ça y est, boum, 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 dès que j'ai fait ça, c'est bon, je peux passer à l'action, je peux faire ce que je veux. Est-ce que tu as une routine matinale ou est-ce que quand tu te lèves, c'est un peu au feeling, selon ce que tu ressens? Alors non, j'ai pas forcément de to-do list, hein, ou de rituel particulier pour voilà, il y en a, ils vont commencer par remplir leur liste, après faire du sport. Voilà, moi j'ai pas forcément de routine. Je vais déjeuner parce que j'aime manger, mais après sinon il y a pas de j'ai pas de routine particulière. C'est voilà, c'est aussi peut-être un facteur organisation qui fait un peu ma faiblesse. Mais aujourd'hui voilà, les activités fonctionnent comme ça. Donc je me mets pas forcément de barrière, je fais mes journées un petit peu comme elles le viennent. Alors, j'ai quand même des caps, hein, je me fixe des caps. Voilà, j'ai quand même mes carnets, mes, euh, mes axes de route, on va dire, où je sais qu'il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais par contre, voilà, je me fais pas forcément de telle heure à telle heure il y a ça, de telle heure à telle heure il y a ça. Ça vient un petit peu comme ça vient. Et après, en fonction des événements, souvent, on enchaîne quelque chose qui aboutit sur autre chose. Et voilà, je développe ma journée comme ça. Alors, des fois, je finis à 15 heures, des fois, je finis à 20 heures. Ça dépend. Voilà, une fois que j'ai fait mes grandes lignes, que j'ai répondu aux besoins de mes clients, c'est ma grande priorité, et à mes connaissances personnelles. Voilà, moi, une bonne journée, ça va être une journée où j'ai fait du contact, où j'ai satisfait des clients, et une journée où j'ai pu apprendre des choses. Quand j'ai fait ces trois grandes lignes, je sais que ma journée, elle peut se finir, c'est bon. Voilà, des fois, j'ai un coup de fil qui arrive à 19 heures ou quelque chose. Bon, c'est pas grave. C'est toujours un plaisir, que ce soit le week-end, 19 heures, jour férié. De toute façon, quand tu es indépendant, tu connais pas, hein, C'est vrai. ces termes-là. Donc, voilà, tu t'adaptes. Et puis, quand tu fais quelque chose avec plaisir, quand tu fais quelque chose qui te passionne, t'as pas cette notion de dire, bon, bah, mes couilles, je le laisse un peu se démerder. Voilà, t'as envie de l'aider, t'as envie d'accompagner qui que ce soit un ami, un proche, la famille, un client. Bon, bah, voilà, t'as envie de pouvoir venir en aide. C'est vrai. Et alors, j'ai une petite question parce que tu as quand même, dans ton discours, on entend quand même que tu as vraiment cette envie de transmettre, d'aider, d'éduquer, peu importe l'heure, tu es en train de le dire, peu importe, tu vas pas laisser quelqu'un se démerder tout seul, donc tu as vraiment cet axe de générosité, j'ai envie de dire. Est-ce que, du coup, tu as fait des formations de développement personnel? Est-ce que toi-même, tu t'es éduqué tout seul? Est-ce que tu as assisté à des conférences, des séminaires par rapport à ça? Est-ce que le développement personnel, c'est quelque chose qui t'a été inculqué dès le départ par ta famille, ton entourage, tes amis, ou est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est venu par toi-même par la suite? Alors à la base, ça c'est vraiment venu par la famille. On a toujours été un petit peu dans le développement personnel, le fait déjà de parler des problèmes, qui sont très importants. Donc tout de suite de saisir en fait ce qui allait pas, de percer les abcès à la source, de beaucoup communiquer. Donc aujourd'hui c'est un peu comme ça qu'on mène notre vie, autant dans la famille. Donc ça m'était inculqué très tôt. Et ouais, ouais, c'est voilà. Donc après, bien sûr, j'ai fait quelques séminaires, j'ai fait un petit peu de petites formations avec mes partenaires, avec mes associés, et donc certaines qui étaient très très bien, qui m'ont vraiment aidé, d'autres pas forcément, mais dans tous les cas, tu en ressors toujours quelque chose. Donc je pense que c'est important aussi, même si on est élevé dans ce schéma-là, de se former, d'en parler, voilà, de se développer. D'accord. Et tu penses que, puisque tout à l'heure tu parlais d'un facteur chance, karmique, un facteur de son entourage, etc., est-ce que tu penses que l'être va avec le faire? Est-ce que tu penses que le résultat de ton entreprise est aussi le résultat de qui tu es? Est-ce que qui tu es fait ton entreprise ou est-ce que c'est dans ton entreprise qui te fait toi? Je pense que c'est un petit peu les deux. Je pense que quand tu es confronté à certaines situations dans une entreprise,
ça vient un petit peu à te changer. Et des fois, c'est juste temporaire, des fois, c'est définitif. Voilà, t'as fait quelque chose en bien ou en mal, hein, je veux dire, hein, qui t'a changé. Et donc, ça peut être temporaire ou sur du long terme. Et à l'inverse, je pense qu'il faut aussi inculquer à l'entreprise qu'on veut voir grandir, nos propres valeurs. Donc, si on a des salariés, j'ai eu des salariés à l'époque, j'ai essayé de leur apprendre un petit peu mes valeurs. Ils m'ont appris beaucoup de choses, certains. Donc, ça a été une très grande expérience, ça. Et, euh, et on se rend compte souvent, malheureusement, que avec un facteur de salarié, on va dire, on a du mal un petit peu à retranscrire ses valeurs, parce que chacun a ses propres, voilà, chacun a ses propres compétences, ses propres besoins, ses propres valeurs aussi. Alors que le fait de se développer avec des gens en tant qu'indépendants qui ont les mêmes idéaux, les mêmes principes, on a tendance souvent quand même à grandir beaucoup plus vite et à s'entourer. Donc c'est en fait c'est dans cette optique-là que je parlais du facteur chance, hein, où le fait de s'entourer des personnes simplement qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous, bah, on a vite tendance à se retrouver dans ces personnes-là. Et du coup, bah, quand on se retrouve dans quelqu'un, on a tendance à l'écouter, on a tendance à échanger, à être concentré dans une conversation. Et je pense que ça permet vraiment un développement très important. Et de faire une très belle synergie dans une entreprise, du coup, puisque il Et y a beaucoup exactement, moins de ouais. tension, beaucoup moins de fritage, etc. Et on se comprend beaucoup plus vite puisqu'on parle la même langue. Et c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Ok, super, bah, merci beaucoup. Et est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie? Est-ce qu'il y a des personnes que tu as pris comme exemple, que ce soit de loin, simplement, juste, bah, cette personne m'inspire parce que j'ai l'impression qu'elle a réussi et j'ai envie de devenir comme cette personne? Et est-ce que tu as eu des mentors que tu as pu eh bien, directement aborder, avec qui discuter, avec qui passer du temps et qui t'ont vraiment pris par la main, entre guillemets, pour t'inculquer leurs valeurs et qui ils étaient dans le monde du business? Alors, mon premier mentor, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, c'est mon père. C'est quelqu'un qui a réussi vraiment à m'inculquer déjà les valeurs du travail, donc de l'entrepreneuriat, du développement et surtout de la protection de la famille. Donc, je pense que c'était déjà très important. Il a eu une très belle carrière. Donc, par contre, une très mauvaise gestion, parce que c'est quelque chose qui l'intéresse pas. Donc, bon, après, ça, c'est chacun ses défauts, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est mon idole numéro un. Après, il y a eu des personnes que j'ai pas forcément rencontrées, hein, bien sûr, puisque c'était par exemple, voilà. Alors, c'est des personnes des fois qui ont mal fini, mais qui ont quand même réussi à monter quelque chose d'assez important. Je pense notamment à Jordan Belfort, donc le loup de Wall Street, donc qui a fait des choses illégales, mais pour le coup, qui a réussi à faire grandir quelque chose et surtout avec un leadership qui était quand même sans équivoque. C'est très puissant. Donc j'admire pas la personne qui a fait le négatif, on va dire, bien sûr, mais vraiment, j'admire en fait cette mentalité de vouloir s'élever et de réussir, de réussir. Donc aujourd'hui, moi, la réussite, c'est quelque chose que je veux partager, bien sûr, en premier lieu avec ma famille, avec ma future épouse, et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pour moi que je veux pas voir tout seul, que je veux pas faire tout seul. Donc, c'est une erreur que je pense avait fait Jordan Belfort, puisqu'il avait, même s'il s'entourait de personnes, c'est des amis business. Et pour moi, il y a deux types de personnes. Tu as les amis business avec qui tu vas faire uniquement des affaires et tu peux passer de très bons moments aussi. Et après, tu as vraiment la famille. Et moi, c'est vraiment avec mes proches, avec Maëlys, avec ma famille, que je veux vraiment développer quelque chose et faire, euh, voilà, partager un petit peu toute cette réussite ensemble. Donc, bon, après, des mentors, j'en ai pas particulièrement, sinon, à part ces deux-là, où il y a quand même. C'est quand même deux beaux exemples, puisque ton père est quand même, était quand même chef d'entreprise. Et puis bah, le loup de Wall Street, c'est bien d'avoir un mentor comme ça, justement, je pense. Un mentor, entre guillemets, évidemment, puisque tu me dis que tu l'as jamais rencontré. Moi non plus, j'avoue. mais, euh, mais du coup, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à te montrer le positif et le négatif. Et c'est vraiment ce qui ressort dans ton discours. C'est que, effectivement, même si tu l'as jamais rencontré, son histoire t'a inspiré dans le sens où tu as vu les erreurs qu'il a fait. Et c'est ça que t'as pas envie de refaire. Et c'est ultra Ouais. intéressant, justement, de se dire que par son histoire, et du coup, peut-être que toi, un jour, ce sera pareil pour toi, par ton histoire, tu peux inspirer d'autres personnes, que ce soit en bien ou en mal, entre guillemets. Et c'est bien parce que tu peux en tirer des leçons. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, c'est quelque chose que vraiment je voudrais pouvoir retransmettre surtout. Alors, il y en a un quand même.
et en fait, je l'ai pas dit parce que j'oublie à chaque fois son nom. C'est Richard Branson aussi dans mes idoles. Alors pourquoi? Alors pas simplement parce que lui, il arrive à utiliser sa fortune déjà pour l'amélioration planétaire, donc l'écologie, voilà, des causes qui sont nobles, et aussi parce qu'il a ce côté aventurier. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Et même si je regarde moins ses séminaires ou ce qu'il fait, c'est quelqu'un que j'admire énormément aussi. Voilà, dans les trois grandes lignes, ça va être ces trois-là. Voilà. C'est vrai que Richard Branson, c'est quand même un personnage assez atypique c'est vrai qu'on le cite rarement, mais c'est vraiment une personne très très inspirante. Au niveau de développement personnel, c'est quelqu'un de très inspirant. Au niveau de ses business aussi, puisque là d'ailleurs je crois qu'il a lancé Virgin Galactica aussi, si je dis pas de Ouais, c'est bêtises, ça. par rapport à l'espace, à la Ouais, conquête de l'espace. Enfin, c'est quand même effectivement un aventurier, comme tu dis, qui inspire beaucoup de personnes. Ça, c'est clair et net. Et effectivement, ça peut être un mentor pour beaucoup de personnes parce qu'il est très, très inspirant. Ah ouais, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut, ouais, sur lequel il y a des choses à prendre, sincèrement. Petite question, est-ce que tu parlais de réussite tout à l'heure, est-ce que tu considères avoir réussi? Si oui, à quel moment tu t'es dit, ok, j'ai réussi? Alors aujourd'hui, moi, j'estime pas avoir réussi. Voilà, j'estimerais avoir réussi en fait à partir du moment où mon business me permettra de pérenniser réellement mon avenir grâce à une récurrence. Voilà, aujourd'hui, en indépendant, il n'est pas forcément évident d'avoir une récurrence mensuelle ou annuelle, un revenu garanti. Donc, grâce à des investissements, c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, je compte sur ces investissements, sur mes capacités, sur mes projets pour avoir cette possibilité. Aujourd'hui, j'en suis. Enfin, aujourd'hui, on va dire ça commence. C'est l'effet boule de neige en fait, hein. Aujourd'hui, ma boule de neige elle fait 10 centimètres. J'espère que par la suite elle fera 1 mètre. Mais pour l'instant, j'estime pas avoir réussi, sincèrement. Voilà. Après, ouais, il y a des choses sur lesquelles je suis très fier d'avoir accompli, d'autres moins. Mais voilà, j'estimerais avoir réussi quand j'aurai atteint mes objectifs. D'accord. Et d'ailleurs, on va revenir un petit peu sur ton business rapidement. Donc ton business, c'est d'aider les gens à s'améliorer financièrement en faisant des investissements par rapport à leurs propres ressources. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour toi-même? Alors, du coup, il y a quelques années, j'ai acheté mon premier appartement sur Béziers, hein, ma résidence principale, dans laquelle on a vécu 6, presque 7 ans. Donc, aujourd'hui, cette résidence principale, elle est en location. Donc, elle me permet d'avoir un revenu mensuel, voilà, qui couvre les charges, hein, on est sur une opération blanche. Donc, par rapport à ce que ça me coûte et à ce que ça me rapporte, ça fait zéro. Voilà. Donc, c'est bien pour un achat immobilier, ça évite d'avoir une participation mensuelle déjà. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai mis en place à 18 ans. Donc, voilà, c'était mon premier investissement, j'étais content. Il y a eu une grosse période de creux pendant presque 6 ans aussi où j'ai pas fait grand-chose. Après, j'ai découvert un petit peu les investissements exotiques sur Internet où on te promet un peu monde des merveilles, voilà. Vraiment. Donc, il y en a certains aujourd'hui que je poursuis encore, mais pour les trois quarts, même ouais, pour les 90% d'entre eux, m'ont plutôt fait perdre de l'argent. Donc bon, c'est pas grave, ça a été une expérience aussi. Ça m'a permis de voir un petit peu vers quoi je voulais me professionnaliser. Donc ça m'a aussi vachement aidé dans mes choix personnels et professionnels. Et voilà, donc depuis quelques années, j'ai mis en place des investissements aussi, donc grâce à des enveloppes telles que l'assurance vie. L'assurance vie, donc ça n'a rien à voir avec celle qu'on va nous expliquer à la banque, qui a une rentabilité qui est faible, qui a un suivi qui est néant. Donc la véritable assurance vie permet de bénéficier de trois piliers porteurs dans tous les investissements, qui vont être la disponibilité, la sécurité et la rentabilité. Aujourd'hui, peu d'investissements permettent de réunir ces trois piliers. Et l'assurance vie, oui. Donc moi, j'ai décidé de me focaliser, de me professionnaliser aussi dans ce secteur-là. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Bien sûr, l'immobilier, encore une fois, on est actuellement sur un projet. Donc moi, la résidence principale va être vendue dans les mois qui viennent pour dégager un capital et réinvestir sur autre chose de plus rentable. J'ai 2 appartements actuellement en projet aussi à l'achat sur la ville de Béziers. Alors pourquoi la ville de Béziers? C'est qu'actuellement, elle fait partie des rares villes qui est au creux de la vague immobilière. Donc le fait d'acheter maintenant il y a peu de chances de faire de moins-value. Très très peu de chances. Alors que des villes comme Montpellier, Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, on est sur des villes où l'immobilier est déjà bien investi, pardon.
Et en cas de perturbation sur les marchés, on peut avoir des secousses et faire des moins-values. Donc, voilà, les villes comme Béziers, Pau, Perpignan, Aix sont des villes qui ont un gros potentiel d'investissement. Voilà, donc avec aussi les risques qui vont avec, hein, parce que ça peut mettre 20 ans à remonter une ville comme celle-ci, hein. Mais bon, voilà, du coup, moi, je décide de me focaliser sur cette ville parce que j'y crois, parce que j'ai vécu 15 ans et que je connais le marché immobilier sur la région, sur le secteur. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je mets en place des investissements financiers, des investissements immobiliers, patrimoniaux, et des investissements aussi qu'on va appeler one shot, des opérations d'achat-revente, des opérations de marchand de biens. Donc ça, c'est pour les projets futurs qu'on est en train de mettre en place également. Et voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue, on va étudier un petit peu toutes les capacités, les possibilités, puisque l'objectif, bah, c'est quand même aussi de tirer profit, donc de mettre toutes les ressources de son côté. Ok, donc achat-revente de biens immobiliers aussi ou autre chose, voiture C'est ou ça. ce genre de choses? Non, immobilier. Moi, pour l'instant, voilà, je reste dans le domaine immobilier, c'est le domaine que je maîtrise le mieux, et c'est pour ça également que je garde mon ancienne activité, mon ancienne société, pour pouvoir faire les travaux de ces biens immobiliers avec mes équipes précédentes. Et voilà, c'est pour ça que je dis que les deux sont compatibles, puisqu'en fait, aujourd'hui, je vais plus aller vers les bijoutiers pour leur faire leur bijouterie, faire les travaux, mais par contre, ça va être une société qui va me permettre de réaliser mes projets privés ou les projets, en tout cas, de mon entourage proche. Voilà, c'est pour ça que je la conserve. D'accord. Et elle te permet aussi, je suppose, d'avoir un apport à la banque, entre guillemets, en tant que garantie. Alors voilà, il va y avoir plusieurs clauses aujourd'hui avec les banques. Il y a possibilité de négocier. Bon, par rapport à la conjoncture, c'est un petit peu particulier forcément, mais le but, voilà, comme on le sait, hein, mais bon, j'aime bien quand même le répéter, dans un investissement immobilier, il faut un minimum d'apport, un minimum, un minimum. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est très très important. Donc bien sûr, il y a toujours l'enjeu où la banque va nous demander d'apporter au moins 10%. Les frais de notaire, les frais de commercialisation, les frais bancaires, c'est normal. Mais au-delà de 10%, ça craint, quoi. Donc voilà, effectivement, il y a d'autres garanties. Moi, je préfère utiliser les garanties hypothécaires, par exemple, que les garanties financières. Mais il faut savoir jouer le jeu aussi, tu as raison. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et maintenant, est-ce que tu aurais des livres à nous conseiller, aussi bien sur du développement personnel que tu aurais pu lire, ou sur de l'éducation financière? Alors moi, je suis pas un très grand lecteur de base, mais donc voilà, je suis pas un grand fanat, malheureusement, j'aime pas lire, c'est vrai. Donc des fois, je me force quand même, c'est important aussi pour se développer. Donc moi, j'ai lu un qui est vraiment pas mal, La vente de Tom Hopkins. Alors ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui va avoir un business de commerce ou de pouvoir se développer grâce à la vente. Mais l'avantage de ce livre, qui s'appelle quand même La vente, c'est qu'il y a aussi énormément de développement personnel, d'astuces, de conseils pour pouvoir, de personnes aussi qui ont fait des erreurs et qui permettent aussi de se développer sans les reproduire. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Et après, voilà, pour quelqu'un qui a envie de débuter un petit peu dans les financiers, j'en ai lu un aussi qui est pas mal, La finance pour les nuls. Mais franchement, c'est pas mal. C'est c'est bien expliqué pour quelqu'un qui a pas de notion dans ce domaine-là et qui a envie un petit peu de commencer à comprendre. Ça peut être pas mal pour une première lecture. Je l'ai lu vraiment par curiosité et c'est vrai que voilà, quelqu'un de débutant dans le domaine pourrait vraiment comprendre. Eh ben écoute, merci beaucoup Blazus pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et maintenant, du coup, si on a envie de te contacter parce qu'on a envie d'investir, qu'on ne sait pas trop où placer nos billes, qu'on a besoin peut-être d'une éducation financière, où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter en direct. Moi, ce que j'aime avec mes clients, c'est avoir une relation de confiance et un lien de relation humaine aussi. Donc les gens me contactent en direct. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas d'organisme. J'aime avoir la maîtrise aussi, le contact immédiat. Donc on peut me contacter effectivement avec soit par les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, LinkedIn, ou simplement directement sur mon numéro de téléphone ou mon mail. Moi, je serai réactif en général. Donc ce sera avec grand plaisir. Eh bien super, merci encore Blazus pour ton temps et merci à toi qui écoutes ce podcast. Si cet épisode t'a plu, like et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci d'avance pour ton aide, je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview, une production du studio podcast Montpellier.